Bienvenue à Entre 15-30, des balados captivants créés par et pour la jeunesse franco-canadienne. Présentée par le RD Canada, cette série est dédiée à la mise en lumière des actions de 10 projets communautaires dans le cadre de 15-30 en action. Cette initiative est fièrement soutenue par Service Jeunesse Canada, un pilier dans l'encouragement et le soutien des projets jeunesse pan-canadiens. Alors, bonjour et bienvenue tout le monde au tout premier épisode de la 3e saison du balado Entre 15-30. Je suis votre animateur Anthony Vézina et aujourd'hui, on commence en force avec notre tout premier invité, Herman Zambou. Herman, s'il te plaît, je te laisse le plancher. Prends quelques minutes pour présenter toi-même et ton entreprise, s'il te plaît. Super. Donc, bonjour à tout le monde. Merci, Anthony, pour l'invitation que tu me fais aujourd'hui. Mon nom, comme vous pouvez voir, c'est Herman Zambou. Je suis fondateur de l'entreprise Zambou Financial, qui est dans le cadre de ce projet-là, qui est soutenu par le projet 1530. Et essentiellement, nous sommes dans l'éducation financière. Et comme on sait toujours, les finances sont assez larges. Donc, on a décidé de s'attaquer à la problématique du crédit parce que le crédit, c'est quelque chose de super important pour tout le monde au Canada. Donc, c'est cela qu'on focus, on sensibilise le monde à avoir des bons scores de crédit. Donc, ça, c'est un des volets principaux que je suis en train de développer dans le cadre du projet 1530. Puis, finalement, qu'est-ce qui t'a amené à aller approcher RD Canada puis de partir de ton projet via le 1530? C'est sûr que mon projet, je l'ai commencé un peu avant 1530. J'ai fait déjà une conférence tout seul. Il y avait beaucoup de challenges, bien sûr, au niveau des finances pour, que ce soit au niveau de peut-être louer une salle ou peut-être des collations pour les participants. C'était quand même assez challengeant tout seul. Et à travers des recherches, à travers des amis, j'ai eu l'information comme quoi il y avait un mouvement 1530 justement qui aidait les entrepreneurs entre 15 ans et 30 ans qui font de l'entrepreneuriat social. Je suis allé à un de leurs meetings à Ottawa. J'ai essayé de me plugger dans le système. J'ai fait de l'application. J'étais content qu'ils m'aient accepté. Donc, c'est vraiment à travers un ami que j'ai entendu parler du 1530 et je suis content justement qu'ils sont là pour nous aider. Parfait. Puis avant de rentrer dans les sujets principaux finalement de la discussion, j'aimerais savoir un peu ton background. Est-ce que tu avais des initiatives entrepreneuriales quand tu étais jeune ou en fait, est-ce que c'est ta première entreprise? Est-ce que tu as déjà testé des choses dans le passé? C'est sûr qu'au niveau de l'entrepreneuriat, c'est ma deuxième entreprise, je dirais. Ma première entreprise, c'est plus dans les impôts. Donc, impôts pour individus et entreprises. Ça a été facile de faire une transition un peu vers les finances parce que c'est quand même assez lié dans beaucoup de choses. Et aussi, dans le domaine de l'impôt, je fais aussi quelque chose de social qui est la déclaration gratuite pour les nouveaux arrivants. Donc, c'était quand même une transition quand même assez bien. Mais à la base, vous allez rire parce que moi, j'étudiais la biomédicale à l'Université d'Ottawa. Fait que j'étais parti pour être médecin. Le plan de la médecine n'a pas trop fonctionné parce que les notes n'étaient pas nécessairement où ça devrait être. Fait que j'ai dû me reformer vers les finances, prendre des cours, des certifications et tout, pour aller plus vers la fiscalité et les finances en général. En fait, on va embarquer dans le deuxième segment tout simplement. Tu sais, un peu, est-ce que tu peux nous expliquer par rapport aux problèmes sociétaux, comment est-ce que tu contribues avec Zambou Tax, finalement? C'est sûr que ma niche, déjà, il faut déjà peut-être commencer par la niche. Mais la niche, c'est beaucoup des nouveaux arrivants. Ils quittent leur pays, ils arrivent au Canada, c'est complètement différent, c'est tout un autre système. Tu sais, en Afrique, par exemple, moi, je suis né en Afrique, on n'utilise pas le crédit. Le crédit, c'est considéré comme quelque chose de négatif. C'est comme si, tu sais, c'est pas conçu comme au Canada. Tu sais, on voit le crédit comme tu dois de l'argent à quelqu'un, c'est pas bien de devoir l'argent aux gens. On voit ça plus dans le sens exactement, tu t'endettes. Tandis que le crédit au Canada, c'est autre chose. C'est comme ça que le système fonctionne. On n'achète pas les choses cash. Il faut aller progressivement. Il faut montrer sa crédibilité. Fait que quand tu prends un immigrant qui vient de l'Afrique avec son mindset-là, puis il vient ici au Canada, ben, s'il utilise le même mindset, ça va être tough pour lui d'avoir une maison, ça va être tough pour lui d'avoir une auto, ça va être tough pour lui d'évoluer. Fait que moi, je me suis justement positionné comme étant cette personne-là qui veut justement faire la liaison entre la mentalité qu'on a hors du Canada par rapport au crédit, puis comment le crédit fonctionne vraiment. Et bien sûr, c'est aussi bienvenu pour le monde qui vit au Canada, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent au Canada, mais qui ne comprennent pas justement comment le crédit fonctionne. Donc, c'est ça vraiment là, c'est ça vraiment l'importance là, de ce qu'on fait dans la société. C'est vraiment un impact. En fait, le côté financier veut pas. On vit dans une société capitaliste. Il faut savoir comment fonctionne
En fait, moi, je le vois comme un outil financier. C'est un marteau, puis en fait, c'est comment tu utilises ce marteau-là. Oui, il peut être négatif d'une certaine manière si tu ne sais pas comment bien l'optimiser ou l'utiliser, mais c'est sûr que tout par rapport à la cote de crédit, il faut bâtir notre cote, il ne faut pas voir ça négativement. En tant que tu seras en bourse, à échéance, finalement, ta carte de crédit, ça peut juste être bénéfique. C'est ça, c'est vraiment comme vous dites, c'est très important, comme on dit justement, c'est un outil. Tu sais, si vous avez pris l'exemple du marteau, moi je prends l'exemple du couteau. Tu sais, le couteau, tu peux te poignarder avec comme tu peux faire de la belle nourriture avec. Tu sais, ça dépend. C'est bon. Ouais. Fait qu'il faut juste qu'on t'oriente. Tu sais, moi je suis justement le gars qui est là pour te dire, hey, avec ton couteau, là, tu peux faire de la poutine, tu sais, tu peux faire, tu peux faire beaucoup de choses avec. Tu sais, fait que c'est ça. Ah, c'est nice. Excellent. Ben, merci pour ta réponse. Peux-tu me parler un peu de l'inspiration initiale de démarrer ce projet-là, Impact Social, on va se dire? Une des inspirations initiales, c'est parce que oui, je suis un entrepreneur, mais les entreprises sont encore jeunes. À temps plein, on peut dire que je travaille à la banque. Et à la banque, c'est drôle, vous allez dire, je suis dans le département du crédit. Fait que nous, on traite les applications de crédit. Je le vois en live, là, ce qui se passe vraiment dans notre population au niveau de crédit. Il y a du monde qui ont des mauvaises cotes de crédit. Ils ne savent pas pourquoi leur code de crédit est mauvais. C'est quand ils font une application qu'ils s'en rendent compte. Entre toi et moi, ce n'est pas la meilleure façon de se rendre compte de sa situation. Tu sais. Là aussi, il y a du monde qui ont des très bons scores de crédit. Puis eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi leur score de crédit est bon. Puis, tu sais, ça a l'air drôle, mais c'est dangereux pareil parce qu'il peut faire un move qu'il ne devait pas faire. Puis là, son code de crédit devient mauvais du jour au lendemain. Fait en traitant les applications et en voyant le ratio d'approbation qui n'était pas vraiment favorable, la plupart du monde, ça ne passe juste pas. Je me suis dit, là, on a vraiment un problème. Il faut que quelqu'un adresse ce problème-là. Et je sais que les conseillers dans toutes les banques n'ont pas toujours le temps d'expliquer ça au monde, comment ça fonctionne. Ils t'ouvrent une carte de crédit, ils t'ouvrent une ligne de crédit, ils t'expliquent comment payer ta carte de crédit à temps, that's it. Mais tu sais, entre toi et moi, le crédit, là, c'est beaucoup plus de facteurs que ça. Fait que je me suis dit, il faut qu'on bridge le gap pour la population. Et c'était ça vraiment le point déterminant aussi dans l'initiation de ce projet-là. Maintenant, j'ai entendu via Yvan que tu avais des événements que tu voudrais peut-être faire justement dans le futur. Oui, c'est sûr qu'on va continuer à en faire. À date, on en a déjà fait 3 au total, 2 avec 1530, bien sûr, sur le programme 1530. Il y en a d'autres qu'on va continuer à faire. Et là, on est encore en train de déterminer les dates parce que là, c'est sûr que là, on est encore en train de regarder les dates avec la saison des impôts et d'autres activités dans lesquelles on est impliqué. Mais on est en train de regarder quelque chose peut-être autour de mars-avril. Ça va dépendre d'autres facteurs aussi. C'est sûr que je suis en discussion avec l'administration de 1530 à ce niveau-là. On est encore en train de regarder là, pour les prochaines dates. Ça ressemble à quoi un peu l'organisation de ces événements-là? Un peu comment, est-ce que tu es en termes de conférencier? C'est quoi ta prestance? Est-ce que c'est du réseautage? Ça ressemble à quoi? Oui, fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs étapes au niveau de la conférence. Bon, peut-être je vais sauter la partie logistique, mais les conférences, ça ressemble à quoi? Bien, il y a moi, bien sûr, qui est le conférencier principal parce que le thème fort, c'est le crédit, mais j'invite d'autres panélistes avec d'autres expertises autour des finances, bien sûr, pour embellir, bien sûr, la connaissance du monde. Ça peut être dans le domaine de l'immobilier, ça peut être dans le domaine, même, tu sais, j'ai des professeurs d'université en économie qui viennent nous donner des statistiques sur le Canada en général, comment, tu sais, le Canada se porte en termes au niveau de l'endettement, des choses comme ça. Parfois, on pensait même avoir des avocats, justement. Tu sais, il y a le divorce. On a du divorce au Canada. Puis beaucoup de ce divorce-là, ben, c'est dû aux problèmes de finances. Tu sais. On a tellement de spécialistes dans différents domaines mais qui se rattachent aux finances pour monter l'importance. Et à la fin, justement, de ces événements-là, on a des moments de réseautage, on a des moments où ben, c'est là qu'on partage des collations, on mange, on jase entre personnes. C'est le moment justement pour les participants, comme vous voyez là, ben de se faire des nouveaux contacts, des nouvelles connexions. Peut-être, tu sais, ça fait, tu sais, pour des nouveaux arrivants, il y a du monde qui ça fait pas longtemps qu'ils sont au Canada. Il y en a d'autres que ça fait plus longtemps, qui sont dans leur domaine d'activité, qui peuvent leur ouvrir des portes dans le travail. Fait que c'est vraiment de cette façon-là à peu près qu'on organise nos événements. Puis jusqu'à date, là, je peux vous dire que le monde y aime ça. Donc, en fait, c'est quoi l'impact que ça a créé par ces événements-là? C'est quoi les retours que tu as reçus? Oui, les feedbacks que j'ai reçus, que j'ai beaucoup aimé le plus, tu sais, quand ça vient au score de crédit, tu sais, c'est vraiment des chiffres. Fait que les chiffres, ils parlent plus fort.
Je peux vous donner 2 témoignages. J'ai une personne qui, son score de crédit était dans les 500. On a eu la conférence, on a eu du coaching. Là, je te dis, son score de crédit est dans les 600 en ce moment. Fait que c'est des choses comme ça qu'on aime. Oui. Il y a du monde qui a comme non, mais pour la personne, là, c'est beaucoup. Puis là, cette personne-là, actuellement, est vraiment motivée à aller plus loin. J'ai d'autres jeunes que je coach aussi. J'ai des jeunes que je coach, il y a 18 ans. Son score de crédit est dans les 725. Là. Puis on est en train de l'amener dans les 800. J'ai d'autres personnes aussi qui m'ont dit « Ah, Herman, j'ai commencé à appliquer tes conseils. Mon score de crédit a monté. » Bien sûr qu'il y a du monde qui ne m'ont pas dit de combien exactement, mais j'ai beaucoup de feedback justement de monde qui m'appelle puis qui me disent. Il y en a même que je vois, là, il se connecte dans son Credit Karma, là, je vois que le score il a monté de 7. Fait que ça, c'est le genre de feedback que j'aime avoir. Du monde vraiment là, que leur score de crédit monte. Puis la vision, là, c'est que si dans les prochains 5 ans, là, ton score de crédit est 100 points, 200 points de plus, mais je te sauve de l'intérêt sur ton hypothèque. Vous savez que le taux d'intérêt d'hypothèque qu'on te donne, là, c'est en fonction de ça. Puis, c'est des milliers de dollars. Une conférence gratuite que tu as participé 5 ans plus tard pour beaucoup qui vont acheter des maisons, c'est des milliers de dollars. Fait que moi, c'est vraiment l'impact que je suis en train de viser et je continue toujours à suivre, même le monde que ça fait 3 conférences qui étaient là. Il y a quand même toujours de la communication avec certains. Quand ils ont des questions, ils m'écrivent « Herman, est-ce que tu penses que je devrais faire ça? » On est vraiment dans cet esprit de continuité-là à bomber les scores de crédit de tout le monde. J'avais une follow-up question par rapport à ça. C'est quoi? Tu en as parlé un petit peu au début, là, mais mettons que tu dirais la méconception numéro 1 du crédit finalement, puis de la perception des gens par rapport à ça. Bien, la méconception du crédit principal, je parle beaucoup des nouveaux arrivants. Oui. Je dirais, c'est de penser que le fait de ne pas avoir de carte de crédit, c'est une bonne chose. On se dit, si je ne prends pas de crédit, puis je ne dois rien à personne, I am good. Mais c'est archi faux. Parce que lorsque tu vas aller devoir une institution financière pour un prêt auto ou un prêt d'hypothèque ou n'importe quoi, la première chose qu'on va essayer de regarder, c'est t'es qui? C'est quoi ton passé? C'est la même chose quand on va appliquer pour un emploi, on te demande ton CV. Pourquoi on demande ton CV? Mais c'est parce qu'on veut voir est-ce que tes compétences matchent avec ce qu'on veut. La banque, là, avant de te prêter de l'argent, eux veulent s'assurer, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui peut rembourser? Est-ce que tu es quelqu'un avec qui on peut faire confiance? Mais si tu n'as jamais eu de carte de crédit, puis tu t'en fous de la carte de crédit, puis tu dis, moi, là, ces choses-là, les finances, ça ne m'intéresse pas, puis je ne veux rien comprendre là-dessus, ben, quand tu vas être dans le besoin, ben, ça va être tout bad. Puis une autre de mes conceptions, je veux renchérir là-dessus, c'est de penser que les banques, c'est des organismes à but non lucratif, puis c'est des charités. La banque, là, c'est pas 15-30. C'est pas un organisme social qui va venir t'aider quand tu en as dans le besoin. Ah bon? La banque, ils s'en foutent complètement de la raison pourquoi tu veux un prêt. C'est pour sauver ton chat ou ton chien ou ton bébé qui va mourir. Ils s'en foutent. La banque, c'est est-ce que tu crédites? Est-ce qu'on peut te prêter? C'est vraiment important d'avoir une carte de crédit, avoir des lignes de crédit, puis venir s'éduquer dans les conférences comme le nôtre pour justement bien manager. C'est quoi tes motivations intrinsèques à partir des projets qui ont un impact social assez prononcé, aussi prononcé que ça? Bien, moi, ma motivation vraiment, là, c'est un changement palpable. Ah oui, OK. Parce que quand ça vient au score de crédit, c'est pas « Oh, je me sens bien, je pense que je suis plus motivé ». C'est mon score de crédit, il est bon. Quand je vais devant les banques, ça passe. Quand je vais faire quelque chose, ça passe. Je veux une maison, ça passe. Tu sais, moi, là, si quelqu'un demain il achète une maison, 5 ans plus tard, puis il me dit, Herman, merci. Merci, là, les 1 heure de temps qu'on a passé ensemble, ça a changé ma vie. Tu sais, tu as parlé tantôt d'impact générationnel. Mais, tu sais, quand on regarde la situation économique du Canada et du surendettement, tu sais, en statistique Canada, ça dit que les Canadiens sont surendettés de 1,77 en 2019 à peu près. Je n'ai pas vu 2023, mais il y a un problème d'éducation à quelque part. Fait que ça commence quelque part. Je me dis, si cette génération-là qu'on est actuellement renverse le pattern puis essaye un peu de comprendre, mais ces statistiques-là vont changer. Parce que, tu sais, souvent, on veut changer les choses dans notre pays, on veut que le pays s'améliore. Mais pour que le pays s'améliore, il faut que les citoyens s'améliorent. S'il y a une amélioration au niveau des citoyens, ben, ça va se transmettre dans la province, ça va se transmettre dans le pays, tout le monde va en bénéficier. Si tout le monde manage leur stuff comme il se doit,
mais ça va être bien. Généralement, quand il y a un problème à quelque part, moi, je te dis, là, la première source, c'est qu'il y a un problème d'éducation dans ce domaine-là. Fait que moi, mon objectif vraiment, c'est déjà un changement au niveau de nos communautés, au niveau du mindset. Tu sais, que le monde soit plus confiant et qu'ils prennent plus leurs choses au sérieux, justement, puis qu'ils aient juste une meilleure vie à dire. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour avoir une meilleure vie. Écoute, on va sauter sur le sujet de la motivation encore une fois. On a une vidéo que Yvan m'a envoyée. Donc, Yvan, si tu veux la pull-up, on va parler de ta vidéo, s'il te plaît. Oui. Là, je vais beaucoup d'entrepreneurs au Canada qui n'aiment pas vendre. Tout le monde veut se lancer en affaires. Tout le monde veut mettre l'argent dans un business. Et ils veulent que ça fonctionne automatiquement. Ils ne veulent pas mettre des efforts pour apprendre à vendre. Ils trouvent que la vente, c'est rabaissant. Ils trouvent que ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'ils respectent. La vérité, c'est que la vente, c'est la base de l'entrepreneuriat. Tu peux pas avoir du succès en entrepreneuriat si tu n'es pas un bon moyen. Et moi, par exemple, je prends... Tellement vrai. La base de l'entrepreneuriat, c'est la vente. Le nerf de la guerre en affaires, t'as beau avoir le meilleur projet possible, les meilleures subventions possibles, t'as des prêts pour te backer des investisseurs, mais si au bout de la ligne, t'as pas d'argent qui rentre dans le business, là, ça va pas perdurer, malheureusement. C'est ça, mais c'est ça. C'est comme j'ai dit dans la vidéo, j'étais en République dominicaine avec ma famille, comme je dis, et j'ai constaté qu'à chaque fois que tu étais dans le resort, il y avait un gars, il essayait de te vendre un programme de voyage, il essayait de te upgrader ton plan à l'hôtel, tu sais, ou bien, tu sais. Dans des pays comme ça, là, tu vois, le monde, ça ressort, là, tu sais. Fait que, tu sais, je suis sorti du Canada, je me suis dit, ben, hey, je pense que ça, c'est une leçon pour nous au Canada parce que, tu sais, tout le monde, tous les entrepreneurs que je connais, social, pas social, on veut tous un système, là, en ligne, que je vais créer un site web, puis le monde va juste venir acheter. Ça ne marche pas de même, là. La vie, ça ne marche pas de même. Tu dois pouvoir vendre, tu dois savoir communiquer. Puis le monde, justement, il ne trouve pas ça louable. C'est comme un vendeur, ça sonne pas, c'est pas fancy à l'oreille, ça sonne pas beau, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Tu sais? Puis on va rester dans le sujet de la motivation. Je voudrais que tu me parles un petit peu de tes objectifs ultimes pour ton travail de 5 à 10 ans, ça ressemble à quoi un peu? C'est sûr que moi, comme objectif actuellement, je me vois en train de faire des conférences de 2000 personnes et plus. Ça, là, nice. Là, c'est sûr que là, je suis dans du 50 à 100%. C'est pas facile, hein? Promouvoir des événements. Mais je me vois vraiment faire du 2000 personnes et plus. À long terme aussi, je me vois aussi faire aussi un peu de motivation, mais inviter du monde déjà célèbre. C'est comme en fonction de la communauté, bien sûr. Ouais. J'ai du monde qui ont réussi dans la vie, qui viennent partager leurs histoires de vie, vraiment dans un cadre one-on-one conversationnel, puis faire des grands événements de ce style-là pour montrer au monde que c'est possible. Parce que la réussite, c'est un mindset. Une fois que tu as le bon mindset, tu pourras l'appliquer dans ton crédit, tu pourras l'appliquer dans tes finances, tu pourras l'appliquer dans ta vie personnelle. Fait que, c'est arriver aussi à ce niveau-là, justement. Fait que ça, c'est le goal vraiment, quand on parle de 10 ans, c'est ça là, que je veux, des gros événements, là, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Pourquoi pas remplir un aréna, Fait que, c'est vraiment faire des gros moves, là, comme on dit. Est-ce que tu veux me partager un défi que tu as rencontré, une difficulté, un challenge finalement dans ton entreprise que tu as surmonté? Oui, les défis qu'on rencontre, je peux dire peut-être dans le domaine de l'activité qu'on fait, c'est pour avoir 50 personnes, tu dois inviter 200. Fait que ça, c'est un challenge. En même temps, c'est une loi en business, hein, la loi du nombre. Pour avoir le plus de personnes, mais tu ne seras pas là pour beaucoup plus de personnes. C'est un défi. Et c'est un défi quand même parce qu'à un moment donné, quand tu fais quelque chose que tu crois vraiment pouvoir impacter la vie du monde, puis le monde ne voit pas l'impact, ou bien ils ne réalisent pas l'importance, ils prennent ça pour du jeu. Si tu n'es pas fort mentalement, ça peut te décourager à un moment donné. C'est-à-dire, moi, je vois la valeur, le monde ne voit pas la valeur. Est-ce que c'est eux qui ont raison ou c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est eux qui ont raison que ce que je fais n'est pas important puis je devrais juste tout lâcher? Ou bien c'est moi qui ai raison, je dois continuer à faire ce que je fais pour leur prouver à travers les résultats de d'autres personnes qui assistent? Fait que je peux dire que ça, c'est un peu un challenge. Ben, j'aime vraiment ton mindset, mon cher Roman. C'est très, très cool. Écoute, on arrive vers la fin de l'entrevue. J'ai 2 petites dernières questions à te poser. La première, c'est une question classique de podcast, mais j'aime ça la poser parce que ça amène beaucoup de valeur aux gens qui écoutent. Ton conseil que tu aimerais donner à un jeune entrepreneur qui a peut-être de la difficulté à gérer son crédit?
Ben, le conseil que je te t'en donnerais 3 principales. Comme j'ai dit tantôt un peu plus tôt pour gérer ton crédit. Déjà, essaye de repayer tes cartes de crédit déjà, parce qu'il y en a certaines, ils doivent telle carte de crédit. Ce n'est pas une très bonne chose, surtout en entrepreneuriat à long terme. Tu voudras peut-être avoir un prêt de la banque, tu voudras peut-être un investissement ou quelque chose. Ton crédit est super important. Fait que, première chose, assure-toi que tes cartes de crédit sont payées à temps, au moins le paiement minimum. 2, ne dépasse pas plus de 30% de la capacité de la carte. Si tu as une carte de 1 000 $, reste dans le 300 $, dépasse pas ça. Ça s'applique là. Fait que peu importe la limite de ta carte, tu calcules 30%, ça te dit un peu ton plafond. Garde ta carte de crédit pendant longtemps. Jamais ne déclare faillite. Je sais que tu as des amis, là, les entrepreneurs, c'est vous les champions, hein? Vous déclarez faillite, fais pas ça. Fais pas ça. C'est quoi les implications? À ce niveau-là, ça peut être assez préjudiciable. Pour certaines institutions financières, on parle de jusqu'à 7 ans pour pouvoir t'octroyer un prêt. 7 ans, c'est une vie, là. C'est beaucoup de choses qui peuvent passer en 7 ans. Et ne demande pas abusivement du crédit. Parce que ça, à chaque fois que tu fais des demandes de crédit, c'est pas bon pour ton dossier. Fait que ça c'est le conseil que je te dirais. Participe aux événements comme ce que je fais là. Tu peux me contacter aussi, on peut avoir du coaching one-on-one. Mais surtout, instruis-toi. Il y a beaucoup de bonnes vidéos aussi sur YouTube qui expliquent comment bâtir son score de crédit. Toutes les informations sont disponibles. Vraiment, là, intéresse-toi à ton crédit. C'est plus important que ton revenu. Juste au monde, le crédit, c'est plus important. On s'en fout de combien tu gagnes. C'est la qualité de ton crédit d'abord. Fast forward 20 ans, 30 ans, quand tu vas avoir fait de l'argent ou tu vas avoir vraiment déjà fait un impact, comment tu vas réinvestir ce montant d'argent-là que tu vas avoir mis de côté? As-tu des associations, justement des places que tu aimerais investir, que ce soit dans des communautés, que ce soit dans des projets immobiliers, par exemple? Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as des idées un peu de ça? Oui, c'est sûr qu'à long terme, bien sûr, quand les entreprises ont atteint déjà un certain niveau de succès, la dernière étape, c'est l'investissement. Au niveau de l'investissement, je commencerai toujours par l'éducation parce que je pense qu'un bon investisseur, on n'investit pas dans ce qu'on ne comprend pas. Fait que je pense que lorsque je serai rendu à ce niveau-là, parce que j'essaie vraiment de me concentrer à chaque étape. J'ai de l'intérêt vers l'immobilier, on ne va pas se mentir. Mais je ne veux pas investir dans l'immobilier comme la majorité du monde le font. Qu'est-ce que la majorité du monde font? Ils achètent une propriété immobilière, ils mettent le locataire et ils essaient d'amortir la propriété sur 20 ans, 30 ans. Pour moi, c'est un processus trop long. Je pense qu'il y a des manières bien plus smart d'investir et de rentabiliser plus rapidement. Et la différence entre une personne qui le fait de façon smart et la personne qui fait ce que tout le monde fait, c'est l'éducation. Fait que dès que je vais atteindre mon pic, on va dire, là, financier, je vais vraiment prendre 1 an, 2 ans, d'abord de préparation pour comprendre les différents domaines. La crypto aussi, ça m'intéresse, mais de comprendre les différents domaines d'investissement et investir de la manière que la majorité des personnes n'investissent pas. C'est quoi la meilleure plateforme pour te contacter sur le web, simplement? La meilleure plateforme pour me contacter sur Internet, je suis hésitant entre Facebook et Instagram. Enfin, Facebook et site web, je ne sais pas si c'est la meilleure manière de contacter. Ça peut être Facebook, Instagram, c'est sûr aussi. Oui, ils peuvent me contacter aussi à travers mon site web, parce que dans mon site web, si vous allez plus loin, normalement, il devrait avoir les liens pour mon Instagram, mais ils peuvent me contacter aussi par téléphone ou par courriel aussi. J'aime bien les courriels aussi, quand ça vient par courriel. Me donner leurs coordonnées et tout. Ils peuvent me contacter aussi par courriel, là. C'est vraiment des bons conseils que tu as donnés. J'ai adoré notre discussion ensemble. J'espère vraiment que tu vas pouvoir aller chercher encore plus de reach avec tes conférences aussi, des événements. Merci beaucoup, Anthony. Merci aussi pour l'interview et l'opportunité que vous m'avez donnée justement d'être là. Merci à Yvan aussi. Là. Je sais qu'il il s'est déconnecté. Mais merci, Anthony. On y va, on recommence. Une autre nuit, on se lance.